ce qui m'a frappé dans les recherches sur le bilinguisme, c'était essentiellement la vision qu'avaient les Français de l'intérieur, comme on les appelait et comme on les appelle encore aujourd'hui, sur les Alsaciens. Et puis ce qui avait aussi de très intéressant, c'était les témoignages des Alsaciens qui avaient changé de nationalité à plusieurs reprises et qui justement expliquaient comment ils avaient vécu ces différents changements, qui expliquaient aussi l'image qu'on avait d'eux depuis l'extérieur, l'image qu'eux avaient d'eux-mêmes aussi. Quand on voit au cours d'une interview un journaliste parisien qui se retrouve dans un village alsacien, qui demande est-ce qu'il y a des Français dans ce village et qu'on lui répond non, c'est quand même assez frappant. Et ça, ce sont des sujets qui ont été diffusés dans les années 70 et qui nous permettent aussi aujourd'hui de voir l'évolution depuis. L'Alsacien a partagé une grande partie de son histoire avec le monde allemand. Depuis 3 siècles, il partage l'histoire avec le monde français, avec 2 interruptions notables, 1870 à 1918, 1940 à 1945, ce qui prouve bien qu'il a une histoire qui n'est née ni totalement française, ni totalement allemande, et qu'il y a bien une spécificité historique des Alsaciens. En 1810, on crée la première école normale d'instituteurs de France. 1833, loi Guizot. Les instituteurs ont un statut, c'est-à-dire qu'ils dépendent maintenant d'inspecteurs, d'une toute une hiérarchie d'inspecteurs qui aboutit au rectorat. Auparavant, c'était les communes et les églises qui décidaient des instituteurs. Donc ça, c'est une avancée considérable pour une certaine régularisation, institutionnalisation de l'instituteur comme vecteur du français. Et tout cela commence à porter des fruits modestes, mais suffisamment importants pour qu'il y ait une réaction. Or, cette réaction, elle vient des 2 églises, de l'église protestante, de l'église catholique, pour des raisons différentes. L'église protestante, essentiellement luthérienne, est attachée à la langue de Luther, langue des cantiques, langue de la Bible, etc. Pour l'église catholique, c'est plutôt une opposition au français. Le français, langue du voltairianisme qui favorise l'exode rural, l'affaiblissement de la moralité, etc. Mais la réaction des autorités préfectorales et rectorales est la même. Elle s'attaque à cette résistance des églises. L'Église catholique dit la langue du cœur, c'est l'allemand, et c'est la seule langue dans laquelle peuvent être transmises les valeurs religieuses, les traditions religieuses, l'enseignement religieux. Pour les Alsaciens, 1870 a été vraiment un grand choc parce qu'ils pensaient tous que l'armée française était supérieure comme on leur avait appris. Et alors de voir la défaite de Reichshoffen, eh bien ce choc a été très brutal, surtout quand les Alsaciens ont appris qu'ils étaient annexés à l'Empire allemand. On ne peut pas dire que les Alsaciens étaient contents de devenir allemands. On connaît aussi le nombre d'Alsaciens qui sont partis, abandonnant tout, n'emmenant pas grand-chose et qui sont partis, d'où cette diaspora qu'on trouve en Afrique du Nord jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Ce progrès du français que nous avions constaté avant 70 est coupé net. L'affaiblissement le plus fort étant, bien entendu, l'introduction de l'allemand et de l'allemand seul comme langue de l'école élémentaire. Là-dessus, l'administration allemande est absolument stricte et ne bougera pas. Elle donnera par contre des facilités assez grandes pour l'enseignement du français dans l'enseignement moyen, les Mittelschulen, et dans l'enseignement professionnel. L'Alsace a une culture particulière, c'est qu'on a eu des guerres. Arms Elsass, du bist zu beglauben, mal bist du Deutsch, mal bist du Französisch, du tust mal allein, kannst fast nicht sagen, wie du so elend vor mir stehst. Mal rufst das Leben hoch, der Kaiser, und wie der Wind predigt, vive la France. Arms Volk, du brichst dich nur heißer, und jeder tanzt dir auf der Nase. 1870-1914. C'est la seule période où, étant donné la situation politique,
la bourgeoisie alsacienne n'est pas tributaire d'influence ou d'injonction ou de modèles parisiens pour son activité culturelle. Elle est obligée, à travers ses notables, de faire face à quelque chose de totalement nouveau. Elle est obligée d'inventer. Alors si elle veut être perçue, elle ne peut pas le faire en français, puisque une grande partie de la population ne connaît pas la langue. Elle ne veut pas, bien entendu, le faire en Hochdeutsch. Donc elle choisit le dialecte. Et le dialecte est d'ailleurs perçu par des observateurs comme Giraudoux comme une espèce de filtre à la germanisation comprise comme prussianisation. Et c'est la grande période culturelle de l'Alsace. Je ne cite que deux vecteurs dans le domaine langagier. Le théâtre alsacien, Gustav Stoßkopf, Théermer, et la grande période du lyrisme alsacien, les frères Matisse. Wenn es der Stoßkopf nicht hat gegeben, wenn der Stoßkopf kein elsässisches Theater gemacht hat, dann in 1900, dann hätten wir heute vielleicht gar nicht mehr elsässisch reden miteinander. Auf jeden Fall gäbe es kein Parapluie und gäbe kein elsässisches Theater mehr im Elsass. Denn der elsässische Spruch ist an den 1900 tatsächlich noch stärker in Gefahr gewesen, als er heute ist. Und es ist viel leichter, einen Schriftspruch, einen Dialekt zu annektieren, einen Dialekt, der Not leidet, wie das Elsässerdeutsch im Hochdeutsch, als zum Beispiel der französische Spruch, der ganz andere Wurzeln hat, latinische Wurzeln, es gelingen hätte, das Elsässisch zu assimilieren. Er war kein Pamphletär, er war Satiriker, ein richtiger elsässischer Satiriker und er hat elsässische Satire eigentlich wieder am Poko, wieder hervorgerufen. Gottes Willen, ich weiß nicht, ob es alle gern hören, aber er hat sogar den Roten Adler gekriegt, das heißt Legion d'honneur von den Deutschen. Und so Extremisten, so Chauvinisten, so Revanchards wie der Hansi oder das Islam, etc., die sich auf die Paris-Philosophie zu berufen haben in ihm tatsächlich jemand gesehen, wo das Elsass verrät, auf jeden Fall das französische Elsass. J'espère que vous n'aurez pas l'audace de porter une décoration que vous avez si peu méritée. Bravo, bravo, bravo. Und ich komme so mega ab, dass es zu bekommen. Herr Grinzinger hat sein sächsisches Vaterland verraten. Ah, pardon. Nein, das elsässische Vaterland hat er verraten. Monsieur, par priorité, il a trahi la France. Ja, hören mal, so viele Vaterländer gibt's ja gar nicht. Ah, ça c'est à voir. Herr Grinzinger ist zur gleichen Zeit Mitglied zweier diametral sich gegenüberstehender patriotischer Vereine gewesen. Was sagen Sie dazu? Aber was er gemacht hat, ob es gemalt ist oder geschrieben, es ist heute noch alles wie neu. Das ist gebaut worden von meiner Urgroßmama und es muss in den Jahren 1888 bis 1890 geschehen sein. Ich habe das genaue Datum nicht. Und sie hat das geschafft noch in ihrem Sohn übergeben, meinem Großpapa. Der hat es gefeiert bis 1923, wenn mein Vater geheiratet hat. Und meine Eltern haben noch das Haus übernommen. Die Mama hat die Wirtschaft geführt und der Papa war Telegrafenarbeiter, Agent de ligne, PTT. À partir des années 90 du 19e siècle, l'administration scolaire commence à sentir l'intérêt du substrat dialectal pour l'enseignement de l'allemand standard, tant au niveau de l'école élémentaire que de l'école secondaire. Et ça, c'est une avancée assez forte dont on n'a malheureusement pas vu toute la portée dans les périodes qui suivent, jusqu'à nos jours. C'est la particularité de cette période où l'alsacien est en quelque sorte perçu comme un idiome de résistance à la germanisation, le français n'étant pas en mesure d'être le vecteur de ce type d'attitude. Une fois qu'une habitude de monolinguisme est prise, il est très difficile de revenir en arrière. On est allé en direction de la langue unique, et la langue unique, pour nous, c'est la pensée unique. Hein? C'est marchieren, pas toujours, mais c'est dans ce sens. La pensée unique, donc, et l'unisson. Et on sait maintenant que l'unisson, ce n'est pas ça, que la polyphonie est
beaucoup plus belle que l'unisson. L'unisson ne vaudra jamais une belle polyphonie. Comme a dit Adrian Fink, denn in Babel begann die Freiheit anders zu sein. C'est à Babel qu'a commencé cette liberté d'être différent. Donc les diversités, la multiplicité dans le vivant, comme dans la nature, donc aussi dans les langues et dans les cultures. Conformément au traité de Francfort que les Français avaient signé, il était tout à fait normal que les Alsaciens fassent leur service militaire dans les armées allemandes. Néanmoins, beaucoup de ces jeunes Alsaciens qui n'étaient pas germanisés à fond regardaient plutôt vers la France, ce qui fait qu'il y a beaucoup de désertions de soldats alsaciens qui vont rejoindre l'armée française. Mon grand-père était sous-officier dans l'armée allemande. Il était dans l'intendance et c'était à Étain, donc sur le front, pas loin de Verdun. Et je ne sais pas ce qu'il lui a pris, parce qu'à son âge, il avait quand même 47 ans. Qu'est-ce qu'il est allé faire devant, dans les tranchées? Et on entendait, dans le brouillard qui transporte les sons, dans le brouillard, il entendait les Français qui étaient à quelques 30 mètres de lui, aussi dans leur trou d'observateurs. Lui, il parlait le français, et il les a ailés, et je peux venir? Alors, et qui es-tu? Alsacien. Bon, alors, arrive. Il y est allé, mais il est revenu. Il est donc revenu, mais il a été aperçu, et il est passé tribunal militaire. Et là, on lui a dit, déserteur, qu'est-ce que vous avez transmis aux Français, etc. Puis finalement, le président de la cour martiale, le général, n'a pas compris pourquoi il est revenu. Comme Alsacien, il aurait pu déserter, comme d'autres l'ont fait. Alors il a eu cette phrase qui est restée dans la famille, « Ich hab doch eine Wirtschaft in Steinway ». Donc j'ai une auberge à Steinbourg. Et c'est pour ça que je suis revenu. Et le général qui le regarde, il dit « Steinbourg, mais vous êtes l'aubergiste de la gare ?» Il dit « Oui ». Il dit « Mais vous ne vous souvenez pas de moi, on a été ensemble à la chasse. » Et la guerre était finie pour lui. C'était en 1916, en juin. Il peut arriver, et c'est arrivé, que dans une même famille, vous avez un garçon qui fait son service militaire normal dans l'armée allemande, et son grand frère qui a passé la frontière et qui se trouve en face. C'est ce que symbolise d'ailleurs le monument aux morts de la place de la République à Strasbourg. C'était très sensible, c'était très durement ressenti dans les mentalités, et il faut bien le dire, ça a entraîné des divisions dans les familles. 22 novembre 1918. Dans Strasbourg, nos troupes font un retour triomphal. Notre retour est définitif. Vous êtes Français pour toujours. Je suis la France. Vous êtes l'Alsace. Je vous apporte le baiser de la France. À partir de 1918, l'administration française, l'école française, reprend tous ses droits. Nous sommes de nouveau dans un régime français normal, avec quelques exceptions. Dans les communes où le dialecte est la langue véhiculaire, également la possibilité de faire l'enseignement religieux en langue allemande. Une partie de la population qui est allée à l'école avant 18, qui ne sait pas le français. Tu as encore une partie de la population qui est assez mal à l'aise dans les deux langues, mais est capable de se faire comprendre en français et en allemand. Quand on voit les photos des manifestations, quand on voit les témoignages dans la presse, on peut dire que le retour à la France a été vécu avec beaucoup d'enthousiasme. Mais malheureusement, cet enthousiasme va très très vite retomber. On veut imposer
de force dans les écoles le français. Il fallait y aller avec beaucoup plus de douceur, laisser aux gens le temps d'apprendre et ne pas les considérer comme des arriérés, comme l'ont fait beaucoup d'instituteurs très maladroits à l'époque, qui étaient venus de ce que nous appelons l'intérieur. Et on arrive alors à un moment qu'on appelle le malaise alsacien et qui va aboutir chez certains à l'autonomisme. Les Français en 19 ont été encore plus maladroits que Bismarck en 70. Il y a les expulsions violentes des Allemands, notamment je pense à l'architecte Knaut, qui avait sauvé la cathédrale. Mais la pire des erreurs, enfin ce qui est absolument scandaleux et qu'on n'enseigne pas, qu'on ne trouve pas dans nos livres d'histoire tellement on en a honte, c'est l'histoire de la carte d'identité. On crée pour les Alsaciens non pas une carte d'identité, mais 4 cartes d'identité. Celui qui est uniquement de sang français et a une carte d'identité rayée de tricolore. Celui qui a parmi ses ancêtres un Allemand, il a une couleur différente, etc. Et la 4e catégorie, vous avez plus d'ancêtres allemands que français, donc vous êtes suspect. C'est très très mal vécu parce qu'il y avait beaucoup de couples mixtes. Le côté alsacien, ça c'est quelque chose, ce sont des choses subies, quoi. L'Alsace a été fabriqué parce que la France et la nation française et la nation allemande se sont chamaillées, quoi. Mais c'est pas notre histoire, nous sommes les victimes de tout ça. Je peux pas me définir par rapport à ça, je ne suis pas fâché avec les Allemands ni avec les Français. Donc l'Alsace, oui, je suis en Alsace, je suis alsacien, mais comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas fier des Alsaciens, je le suis, philo. Je suis, je ne peux pas dire que je ne le suis pas. Ce n'est pas une fierté, c'est souvent une douleur qu'autre chose, hein. Mais je vais pas le renier non plus. Mais alsacien, donc qu'est-ce qui fait l'Alsacien? C'est cette situation étrange, cette espèce de cicatrice entre l'Allemagne et la France. Mon père est né en 1899, donc l'Alsace-Lorraine était allemande. Et il n'a donc pas appris le français à l'école primaire. Il a fait son service militaire en 1919 et il y a une mention sur son livret militaire, ne sait ni lire ni écrire. Et à la fin de son temps à Épinal, c'était à Épinal, c'est un peu lire et écrire. Bon, mais cet analphabétisme ne l'a pas empêché, 1 ou 2 années plus tard, parce qu'elle était coureur cycliste, de courir une américaine sur piste à Saverne avec le grand champion qui était Henri Pélissier. Alors, quand on me pose la question, quelle est finalement votre langue? Alors, j'ai trouvé une solution. J'ai dit c'est l'alsacien, mais qui a 3 formes, qui a 3 colorations différentes, qui a 3 saveurs différentes. Il y a l'alsacien dans ses expressions qui ont cours en Alsace, c'est-à-dire le dialecte, l'allemand littéraire et la langue française. Et il me les faut toutes les 3. Tu passes d'une langue dans l'autre, et une langue qui passe le relais à l'autre, et une langue qui passe aussi de ses gènes à l'autre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et je suis heureux de pouvoir en profiter. La culture alsacienne, c'est une maison avec beaucoup de fenêtres et beaucoup de portes pour que vous puissiez regarder vers l'extérieur, pour que vous puissiez aussi partir et puis revenir. En 1939, nous avons une population capable de se faire comprendre, de comprendre en français et en allemand. Qui va au culte en allemand, qui lit essentiellement les dernières nouvelles de Strasbourg dans le Bas-Rhin en allemand, le Nouvel Alsacien ou la presse
religieuses catholiques et protestantes en allemand. Voilà ce que tu as grosso modo en 1939. Die Elsässer haben, wenn sie mit Radio Straßburg gehört haben oder auch Radio Straßburg gehört, haben viel Radio Stuttgart gehört. Und das ist ein ganz normaler deutscher Sender bis 1934, aber nachher natürlich auch völlig von den Nazis übernommen worden. Die ganze Propaganda-Rede von Hitler, von Goebbels und so weiter gehört. Aber ob die Leute so den Unterschied machen können, das weiß man nicht genau. Viele sind wahrscheinlich dann auf Radio Beromünster ausgewichen, wo das nicht der Fall ist. Avec les correspondants de guerre de la presse française à l'entrée de Strasbourg, car dès le début de septembre, une fraternelle sollicitude incita notre état-major à évacuer toute la population de la région. Et Strasbourg est resté totalement vide de ses habitants pendant toute la période allant de la déclaration jusqu'à la débâcle. Il y avait des pompiers, des flics et puis quelques gendarmes. Et Strasbourg était un désert. Thionville se trouve entre la frontière et la ligne Maginot. Strasbourg se trouve entre le Rhin et la ligne Maginot. Comme on s'attendait à ce qu'il y ait des combats, avoir des combats violents aux alentours de la ligne Maginot, on doit donc partir. Pour les Alsaciens, l'évacuation, c'est vraiment quelque chose de majeur, quelque chose de terrible. Imaginez que du jour au lendemain, on dise à un tiers de la population, un Alsacien sur 3, voilà, vous prenez vos affaires, vous avez le droit d'emmener 25 kilos d'affaires personnelles et vous allez dans le Midi, à l'époque on disait le Midi, et on va vous abriter là. Voilà des gens qui arrivent, qu'on doit héberger et qui parlent la langue de l'ennemi. Donc, ce sont des Boches. Il faut vous imaginer ces Alsaciens qui arrivent et qui parlent alsacien. Les plus vieux sont nés avant 18, donc qui comprennent très mal le français. Et on va les surnommer les Gaïas. Je dirais cette différence de langue et de moyens d'expression était quelque chose qui fait que le melting pot n'a pas toujours convenablement fonctionné. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est un choc de cultures. De deux cultures qui se sont rencontrées et qui n'ont pas pu communiquer d'abord, et qui finalement ont dû s'y faire. Nous envisagions de rester à Périgueux, de ne pas retourner en Alsace occupée par les Allemands. Eh bien, beaucoup de Périgourdins ne comprenaient pas. Ils disaient comment, mais pourquoi vous ne voulez pas rentrer? On disait à cause des Allemands. Oh, mais les Allemands, disait-il, après tout, c'est des gens comme nous. Et ce qui a fait le plus de mal à mon père, et ce qui l'a probablement déterminé à rentrer finalement, c'est qu'un jour, un de ses collègues de Périgueux, peut-être même un supérieur, lui a dit « Monsieur Muller, de quoi vous plaignez-vous? Vous êtes toujours avec les vainqueurs. » Et ça, c'était dit avec beaucoup de douceur, mais ce sont de ces mots qui vous font mal. Auf jeden Fall, wo sie heim sind gekommen, 1940 im Elsass, sind sie natürlich empfangen worden mit großen Banderollen, willkommen im großen Deutschen Reich und so weiter. Und Soldaten haben die Walliser getragen. Aber sie haben dann relativ schnell gemerkt, dass es nicht dieselben Deutschen sind, wie die vor 1914, für die Ältesten. Sind Deutsche, sind Schwaben, aber sind nicht dieselben. Und dann haben sie gemerkt, dass es jetzt mit Nazis zu tun haben. Die zwar auch Deutsche sind und Schwaben sind, aber anders als die von 1914, wo man mehr oder weniger mit uns gekommen ist. Les nazis aussi ont essayé d'éliminer les dialectes. Ça, on l'oublie. Et aussi le dialecte alsacien.
Il y a des cheminots, des traminots à Mulhouse qui ont été punis parce qu'ils parlaient l'alsacien dans leur travail. Körner, König, Knopf, Mortichon, Morx, Meyer, Maurice. Hinaus mit dem welchen Plunder. C'était le slogan qu'on trouvait partout sur les murs, les affiches dans les écoles. Donc, dehors avec le fatras français, ça montre un peu la mentalité, le combat que mènent les Allemands. Il faut dire que l'Alsace a à sa tête un Gauleiter, le sinistre Wagner, donc un homme qui est prêt à toutes les basses besognes. Et il a fait une promesse à Hitler, qu'il se donnait 2 ans pour faire des Alsaciens des Allemands parfaits et des nazis parfaits. C'est-à-dire, il a promis la nazification de l'Alsace. Alors, évidemment, il va employer tous les moyens. Notamment, bon, d'abord, tout ce qui est langue, tout ce qui est français est banni, mais cette fois-ci, c'est pas comparable à tout ce qui s'est passé avant, parce que c'est une question de vie et de mort. On peut se retrouver dans un camp simplement parce qu'on a un livre français chez vous. C'est vous dire, même l'alsacien est interdit. Même l'alsacien est interdit parce que c'est du mauvais allemand. Il faut parler le Hochdeutsch. Et alors, il suffit de peu. Dans la rue, vous dites en passant, vous vous oubliez, vous dites salut ou bonjour à un copain. C'est suffisant pour avoir des histoires parce que vous parlez français. Et voici enfin Colmar libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Toute l'Alsace était là. Cette vieille Alsace traditionnelle des dessins de Hanzy et des romans d'Erckmann Chatrian. Cette Alsace qui ne change pas. Cette Alsace qui reste française. L'Alsace en 1945 est vraiment dans un état de victime dans tous les domaines. Pour le plan scolaire, on supprime l'enseignement de l'allemand à l'école élémentaire. C'est la première fois que cela se passe en Alsace depuis qu'il y a une école élémentaire. La justification n'est pas mauvaise en soi. Il faut rattraper les 5 années 40-45 où le français est proscrit. Donc c'est une mesure qui est clairement annoncée comme provisoire, mais elle sera bien entendu définitive. Voici en tout cas un baromètre simple, la presse. Il prouve effectivement que le français gagne tous les jours. Depuis 10 ans, en effet, l'édition française des dernières nouvelles d'Alsace gagne des lecteurs, l'édition allemande, au contraire, en a perdu. Finalement, la survivance du dialecte, c'est bien un problème de génération. On a rendu la langue responsable, alors qu'une langue n'est jamais responsable. C'est l'usage qu'en font les hommes qui est dangereux, qui est grave. Et donc on a persécuté, je peux bien dire persécuté, la langue allemande. Et quelquefois, et l'alsacien avec. Et ce qui est curieux, les moyens employés, enfin les raisons avancées n'étaient pas toujours les mêmes. Quelquefois on nous disait, mais l'allemand ce n'est pas votre langue c'est l'alsacien. Et puis de nouveau on nous disait, mais l'alsacien c'est pas du bon allemand. La France, je trouve, c'est déshonoré en nous prenant notre langue. En faisant de la langue un objet, une arme politique. Moi, je trouve que la France mérite mieux que ça. Hein. Comment utiliser la religion comme une arme politique, je trouve ça idiot et déshonorant pour celui qui le fait. Et ça, pour moi, pour la France, c'est vraiment
Pour moi, c'est humiliant que la France ait fait ça. Et je l'aime pas moins pour autant, mais ça me rend triste. Elle méritait mieux. Hein. Et donc, quand je vois des grands-parents qui n'ont plus de langue commune pour parler avec les enfants, pour ça, parce qu'on a décidé que l'alsacien, c'est la langue de l'ennemi. Pétain, il parlait français. Et il a collaboré plus que tout le monde ici. Alors, c'est quoi la langue de l'ennemi? Il faut que ça change. Il faut que tu vois ça autrement. Comme j'étais avec les Américains, j'ai eu accès au gospel, j'ai eu accès au jazz, j'ai eu accès à toute cette culture négro-américaine. Et je me suis dit, voilà, ça c'est un slang qui parle, c'est pas une langue, mais ce qu'ils expriment dans cette espèce de langue, c'est extraordinaire. Ça me va au fond des tripes. Hein. Et mes premiers poèmes en alsacien que j'ai écrits en 1947, donc après la guerre, c'était des Vichy spirituals, des spirituals blancs. Et c'est là que ça a commencé. Et en même temps, j'ai découvert Germain Müller. Je me souviendrai toujours de l'instituteur Meyer. L'instituteur Meyer est un homme qui est très connu en Alsace. Et cette cathédrale avait exercé sur lui, comme sur nous tous, une force attractive formidable. Et un soir de l'année 1943, il s'est trouvé devant cette cathédrale et il avait perdu son fils dans l'armée allemande. Et il était revenu comme nous, un peu, une certaine similitude entre son destin et le nôtre. Il était revenu de Périgueux un peu pour la cathédrale. Et il accusait à ce moment-là la cathédrale. Il a dit, au fond, tu es un sphinx. Je suis revenu pour toi. Et tu m'as transformé en Abraham. Et je suis Abraham, je t'ai apporté mon fils sur les 2 bras, je te l'ai apporté de Périgueux jusqu'ici, et puis tu l'as mangé. Au fond, tu n'es pas chrétienne, tu travailles pour Wotan. C'est incroyable ce que tu as déjà dévoré comme être, parce que tu nous attires, et au fond, nous te sommes indifférents. Tu ne nous aimes pas, tu es toute froide, tu es de pierre, tu arbores tantôt un drapeau français, tantôt un drapeau allemand, ça t'est complètement égal. Si tu avais 2 tours, tu pourrais mettre un drapeau français et un drapeau allemand, parce que toi, tu n'es rien, tu es de la pierre, tu es froide, tu es une fille russe, mais une disait-il même, ce qui est encore beaucoup plus fort. Et il s'effondrait devant cette cathédrale, déçu par la cathédrale. Quand j'ai lu, quand j'ai vu d'abord, et puis ensuite je l'ai lu, Enfer et mon hymnophone, cette tirade extraordinaire. Kennst du Abraham? Ich bin der Abraham. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Ich dachte, ja, das ist's. Und das ist der Anfang von der neuen elsässischen Dialektliteratur. Kennst du Abraham? Il y a bien une personne qui a compris ce que c'est que d'être alsacien aujourd'hui et même avant, c'est bien André Weckmann. C'est quelqu'un qui est très représentatif de ce que c'est que la culture finalement alsacienne, voire rhénane. C'est quelqu'un qui se sert de son dialecte pour après s'ouvrir aux autres et c'est ça ce qui est formidable. Ich rede mit einem Elsässer nie Hochdeutsch, das ist schon klar. Das war ja Blödsinn, weil es nicht unser Ding ist, unser Umgangsspruch ist und unsere Kommunikation mit unseren Leuten. Der ist auf Elsässisch und oft auf Französisch, gell? Da habe ich nichts dagegen. Und Hochdeutsch ist hat eine andere Funktion, hat eine literarische Funktion, hat eine Funktion vom Lesen. Wenn wir kein Deutsch lesen, wenn wir kein deutsche Bücher lesen, haben wir keine Ahnung mehr. Erstens vergessen wir, was früher bei uns war. Und zweitens haben wir keine Ahnung mehr, was draußen in der Welt geschieht. Das heisst, auf der anderen Seite vom Rhein, wo die Leute nämlich reden, alemannisch reden wie wir. Die Elsasser haben ja den Vorteil, dass sie zweisprachig aufwachsen an sich, wenn sie es uns nutzen. Und das ist bei uns nicht der Fall. Ich habe schon vielmal gedacht, wenn wir früher, vor dem Ersten Weltkrieg, haben sie viel, bei uns im Dialekt, viel französische Ausdrücke gehabt. Aber es sind ja, man will ja weder im Elsass und im Deutschen will man ja
Spruch vom Nachbarn lernen. Und das sollte man viel mehr noch machen. Und wenn man sich sprachlich auch verständigen kann, dann kann man sich auch vom Herzen her schneller verständigen. Ein Liedl hat gesungen, Flüme weich, und wie ich ganz teig gesehen, hätte der Nacht Kehl und Flasch hätt's gewonnen. Weckmann, c'est un homme de parole qui a eu des convictions, de se dire on a deux langues en Alsace qui sont l'allemand et le français. Nous en avons une troisième qui est un dialecte. Et je pense qu'en France, c'est quelque chose qui ne passe pas. C'est-à-dire que la France de Paris, elle n'a pas encore compris qu'il y avait une France de la périphérie. Voilà, et nous sommes de la périphérie. Il y a une série de régions périphériques qui, comme par hasard, sont celles où se parlent des langues régionales. Bon, le français est une langue du centre. Et dès lors, les enfants qui ont la chance, car c'est à considérer comme une chance, d'avoir en plus des deux, qu'on va apprendre obligatoirement à l'école, une langue régionale de l'endroit où ils sont nés, et qui ont la chance aussi d'avoir des parents qui veulent la promouvoir et qui s'y reflètent identitairement, vont apprendre une langue régionale de plus, ou bien ils appartiennent à une famille où on la pratique encore, où on ne l'a pas oublié et ils seront favorisés, ou bien ils appartiennent à une famille où on est très motivé mais qu'on parle nullement cette langue, ils vont l'enseigner à leurs parents. Maintenant, je sais bien ce qu'on veut dire, langue régionale, mais les gouvernements français successifs depuis la dernière guerre ont du mal. Parce que pour eux, l'alsacien c'est de l'allemand. Bien sûr, c'est de l'allemand. Nous sommes des Allemands de France, nous sommes français. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal, ce qu'il y a de mal à dire ça qu'on est des Allemands de France. Je suis un Allemand de France. C'est ça, kan niet te faire. C'est un héritage, c'est pas un choix. Par contre, rejeter cet héritage, c'est un choix. Et moi, je ne rejette pas cet héritage. Ça m'appauvrirait, ça appauvrit tout le monde. Meine Mama ist deutsch, kommt von Ostpreußen und ist im Elsass geblieben und in Straßburg geblieben. Und ich kann nicht sagen, ich adheriere nicht. Natürlich, ich habe sicher, denn ich habe nicht mit meiner Mama gelebt, aber sie hat mich alle Weekend geholt bei meiner Pflegemama. Dann habe ich zwischen Elsässisch und Deutsch meine Kultur angefangen, natürlich, enfin gegründet. Und wenn man sowieso halb Deutsch und halb Elsässisch ist, müssen wir sowieso adherieren. Und wenn man das Elsass-Wort nicht findet, wo sonst man es nicht im Französischen? Man muss gegen das Deutsche gehen und auf einmal hat man das Wort und dann kann man wieder Elsassisch wieder streiten. Tu sais, si c'est pour que l'Alsacien se réduise à dire ah, salut Bissamoya, comment ça geht, und der letzte Witz, tu vois? Bon, encore que moi je pense que le Witz et le théâtre populaire alsacien, ce soit encore les derniers lieux où on peut garder une vitalité dans la langue alsacienne, mais c'est pas suffisant, quoi. Il faut se nourrir de la poésie, il faut se nourrir des textes de Chicolet, de Flake, il faut se nourrir des textes de Stadler. Il faut faire l'effort, il faut se nourrir, quoi. Il ne faut pas manger de la choucroute tous les jours. Sie federt uns wie die Düwe. Und wie bei Zaver am Kanal, so blöd sie am Morikircher Tal, wird sie bei Dornach gefunden, zur Wiesenburgi drunter. Pour moi, il n'y a pas de grande langue et de petite langue. Nathan Katz disait « Ich Redensort », un art de parler. Hein? Et moi, je trouve que chaque langue, chaque façon de parler, langue, sous-langue, dialecte, que vous voulez, pour moi, c'est pareil, Redensort. C'est un instrument de musique. L'alsacien, ce qu'on parle, surtout dans les villages, est une vieille langue. Ce n'est pas un dialecte. C'est une vieille langue qui est plus vieille, soit que l'allemand, qui existe depuis 1525 avec Luther, et aussi que la langue française. Ce qu'on parle encore dans les villages est cette vieille langue. Et l'image est toujours grande et sublime. Voilà ce qu'il y a dans les langues. J'ai voulu faire une langue et ça plaît. 68, je me souviens du drapeau noir sur l'université de Strasbourg et donc où on a demandé l'autonomie de l'université. Et c'est là que s'est constitué le premier noyau autour de Richard Weiss, de la
de la réinstallation du dialecte par la chanson et par la poésie dans la culture. À partir de ce moment-là, où on a de nouveau osé s'exprimer en dialecte, à chanter en dialecte, etc., la plupart de ceux qu'on a appelés des chanteurs alsaciens ont toujours eu une nuance critique, de toute manière, dans leurs chansons. Ils ne se sont pas contentés de chanter le printemps, les petits oiseaux, etc. Et il faut tout de même faire cette distinction. Ce n'est pas du folklore, il s'agit d'assumer l'avenir et finalement d'inventer l'Alsace. Il faut que quelque chose éclate, quoi. Et j'ai l'impression que ce jour-là, lorsque nous ne parlerons plus le dialecte, eh bien nous n'aurons plus de sève pour nourrir le français. Et nous écrirons comme tous les Parisiens et comme tous les autres. À propos de ce complexe alsacien, je voudrais quand même, à partir d'une anecdote personnelle, un petit peu élargir. Je veux dire, bon, je joue très souvent à l'intérieur, comme ils ont dit. Et au début, il m'est arrivé très souvent que des gens crient depuis la salle, chantent en français, on n'est pas en bauchi. Ouais. C'est l'alsacien, ouais. Mais plus personne ne le comprend. Parce que l'alsacien, c'est une langue morte. La langue fait partie de l'environnement. Et introduire la langue à travers ces textes poétiques, leur traduction en chant par Eglès et quelques d'autres, est à mon avis tout à fait... enfin, c'est un coup de génie pour moi. Malheureusement, la portée reste limitée. Et en même temps, il y a une autre tentative qui part sur d'autres bases, mais qui va un peu dans le même sens. C'est ce qui est associé avec le nom de l'inspecteur général Holderried. J'ai toujours pensé que nous faisons ici, dans ce pays, un enseignement de l'allemand qui ne correspond pas à la véritable situation de l'Alsace, carrefour du bilinguisme. Nous avons essayé d'imaginer une méthode adaptée à la situation particulière. Nous avons imaginé une méthode qui permet également d'éviter la ségrégation entre élèves d'expression française et élèves d'expression dialectale. Je souhaite qu'un jour, quelqu'un d'autre apporte un complément au travail que j'ai essayé d'entreprendre. Et je crois que dans un pays à vocation européenne, à vocation bilingue, dans un pays d'Alsace française, le jumelage du français, grande langue nationale, de l'allemand, langue de communication soutenue par la connaissance du dialecte, se conjugue parfaitement avec l'enseignement de l'anglais, deuxième langue. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man natürlich die zwei Sprachen beherrscht und ich glaube, in den Schulen muss man ansetzen. Also die Sache ist so, in den Schulen wird immer noch Englisch als wichtigste Sprache. Es ist auch die wichtigste Sprache wahrscheinlich, aber gerade für uns hier im Dreiländereck oder entlang des Rheins ist die deutsche Sprache auch sehr wichtig. Es muss wieder attraktiv sein, Deutsch zu lernen in den Schulen und auch zu sehen, was kann man damit machen, welche Möglichkeiten hat man hier überhaupt. Man hat ja dann Möglichkeiten in ganz Deutschland. Man muss ja nicht nur, ich sag mal, hier in der Region bei uns hier arbeiten. Man kann dann auch zum Beispiel nach Stuttgart oder auch nach Hannover. Es gibt dann viele Türen, wo sich dann öffnen. Es wäre schön, wenn wir Elsässisch weiter reden. Ja, ja. Aber das Problem ist, wie kann man es dann lernen? Denn es ist eine Sprache, wie man nicht schreibt oder wie man... Ja. Man hat zu schreiben und wenn man vom Deutschen vorgeht, das Problem ist mit den Kindern, wenn sie das Deutsche lernen in der Schule, lernen sie das Deutsche und wenn sie heimkommen, verstehen sie das Elsässische. Aber wenn sie sich ausdrücken müssen, wissen sie vielleicht gar nicht mehr, in welcher Sprache sie reden. Ist das so eine komplizierte Sache, wenn man in einer Sprache ist und nicht zwei Tonarten, zwei Arten Musik, ein bisschen verschieden. Ich weiß nicht, ich hab's nicht erprobt, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber wenn wir heute jetzt in die Zukunft schauen, unsere Zukunft, das ist Europa. Wir sind schon an der Grenze von Mitteleuropa. Und unsere Zukunft, die ist in beide Seiten. In der Westen und in der Osten. Wenn wir hinstrahlen und das ist das Leben von unseren Kindern, das ist ihre Zukunft. Chaque enfant vivant en Alsace, de quelque origine qu'il soit,
devrait avoir la possibilité, dans son village, dans son quartier, de suivre un cursus bilingue français-allemand. Dans ce cursus français-allemand, bilingue, dans la partie allemande, il ne faut pas oublier ce qui est la base de notre identité, de notre culture, c'est le dialecte. Même s'il est en voie de disparition, d'ailleurs, l'avenir, je ne le connais pas, et il n'appartient à personne. On est libre de penser, de parler, de s'exprimer, et c'est pour ça que ces parlers régionaux, en fait, c'est comme pour moi aussi une soupape poétique, une soupape pour le raisonnement, une manière de vivre, une manière d'appréhender le monde. Je veux dire que quand on s'exprime dans une langue ou un dialecte, on exprime bien sûr des mots, mais on exprime aussi une manière de voir le monde. À mon arrivée en Alsace, ici l'alsacien était en train de disparaître. Et c'est vrai que lorsqu'on m'a demandé d'ouvrir une école bilingue, essayer de participer à ce que cette pan d'histoire locale ou l'histoire régionale ne disparaisse pas, ben moi j'ai tout de suite dit oui, pour ne pas qu'il arrive en Alsace, ou on va dire à la culture rhénane, ce qui est arrivé à la culture occitane. Dans un premier temps, je pense qu'il faut réintéresser les jeunes à leur culture locale ou culture régionale. Alors les réintéresser, c'est peut-être par le biais de l'école, proposer, et je dis bien proposer un enseignement bilingue, c'est-à-dire un enseignement à parité horaire français-allemand. Et je m'attache toujours à proposer, c'est-à-dire qu'à Follgainsbourg, les enfants et les parents ont le choix. On a pensé à faire une signalétique dans l'école, en français alors en français en lettres capitales et en grand, parce que c'est bien la langue nationale qu'on doit apprendre à l'école, en allemand, en Hochdeutsch, en lettres capitales légèrement plus petites, et après en lettres cursives, en alsacien. Alors en alsacien tel qu'il est parlé ici, tel qu'il est parlé en Osungo, voire tel qu'il est parlé à Follgainsbourg. C'est une affirmation qui est d'abord identitaire, évidemment. Elle est liée à ce que sont les identités culturelles des villages, depuis Mulhouse jusqu'à Strasbourg, en passant par Colmar et même au-dessus, jusqu'à Alsace-Bossu et dans toute la partie, il jouxte les Vosges et jusqu'à la frontière après le Rhin, les images culturelles véhiculées par l'alsacien sous ses différentes variantes. Mais quoi qu'il en soit, on a affaire ici à une motivation qui est évidemment culturelle et très fortement. On peut considérer que l'enfant qui va connaître aussi bien die Bühnensprache, die deutsche Sprache, die von den Leuten in Deutschland gesprochen ist, et celui qui va parler aussi la langue dialectale, sera un bilingue. Ein zweisprachiges Kind. 60 minus 11? 49. L'avenir est le plurilinguisme. L'avenir, c'est de maîtriser à des niveaux divers, de façon déséquilibrée, des langues différentes, connaître des cultures différentes et à travers ces apprentissages, d'être prêt au dialogue interculturel et au respect de la diversité qui fonde justement notre identité européenne. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich mehr deutsch oder französisch fühle. Ich würde sagen, ich bin einfach Europäer. Ich habe da, ich denke, viele Eigenschaften mitgenommen, wo in Deutschland typisch sind, wo einfach Charakteristik für die Deutschen sind. Und das habe ich dann integriert in dem, was ich als Franzose oder Elsässer hatte. Nous sommes terre d'intégration et de ça nous ne sommes pas Eurasme, mais nous avons quand même gardé puis maintenir une langue qui est quand même une richesse inouïe. Pour le bimillénaire de Strasbourg, c'est ce bon notre cher ami Germain Müller qui m'a demandé de faire un monument. Ce monument, je l'ai fait et justement, j'ai utilisé la tête de Janus. Or, ce Janus, je l'ai mis dans une fontaine. Il est donc sous un aqueduc et l'eau tombe d'un côté pour la France, d'un côté pour l'Allemagne et le bassin mélange les eaux. Nous sommes des mélangeurs. J'implore, je bats, je prêche le bilinguisme.
Parce que le bilinguisme, c'est le trilinguisme, c'est le quadrilinguisme. La passerelle est un lien entre 3 pays, entre la France, la Suisse et l'Allemagne, qui montre bien que les possibilités sont illimitées si on parle les langues en fait. Si on parle les 3 langues ou les 2 langues, les portes s'ouvrent. Die Zukunft, l'avenir, c'est qu'il n'y ait plus de frontières entre les deux. Hein. Le Rhin n'est plus une frontière, der Rhein ist keine Grenze mehr. Und die Zukunft ist hervorragend, wenn man die Sprachen spricht.